C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M, 41e édition. Content de vous retrouver en cette deuxième saison de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Au sommaire aujourd'hui, une discussion sur les enjeux et les actualités qui touchent nos communautés. Et en deuxième partie, une rencontre avec Luc Provost. Vous savez pas c'est qui? C'est la personne sous la perruque de Mado. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, on ne porte peut-être pas de perruque, mais on a quand même du toupet. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure où vous nous écoutez. On est très content de vous retrouver cette année pour cette deuxième saison de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis très heureux d'avoir ce mandat à nouveau d'animer cette émission. Et cette année, on a des changements, vous allez le voir. On va beaucoup plus s'attacher à l'actualité parce qu'on pense qu'il se passe beaucoup de choses dans notre monde et ça va avoir des répercussions sur nos communautés queer. Oui, on m'a fait demander, queer, tu utilises ça souvent, Denis Martin, c'est parce que j'aime beaucoup les acronymes, mais à un moment donné, ça devient difficile. Nous, on dit 2 LGBTQIA+, ça devient difficile pour ne pas se perdre. Puis on dit que queer, ça regroupe pas mal tout le monde. Puis c'est aussi, en anglais, l'équivalent de ça en français, ça serait tapette, mais on ne l'utilise pas trop ici. Fait qu'on est queer. Bon, cela dit, donc, je vous ai dit qu'on commençait dans l'actualité, puis on commence maintenant. J'ai regroupé autour de cette table, on est très nombreux ici dans le studio, des personnes de nos communautés qui sont des personnes qui s'impliquent et qui ont des choses à dire sur ce qui se passe parce qu'on va discuter d'actualité et de sujets, d'enjeux qui touchent nos communautés. Alors, je vais vous les présenter, puis on va essayer de s'assurer de vous les représenter quand il ou elle parle. Alors, Catherine Lavarenne est écrivaine. Elle est présidente d'Espace LGBTQ+. Elle est aussi coordonnatrice du réseau des membres au Conseil québécois LGBT. Bienvenue à l'émission. Allô. Allô, allô. Tara Chanadi, c'est une habituée chez nous maintenant. On aime bien l'inviter. Elle est directrice générale du Réseau des lesbiennes du Québec. Salut. Allô. Faut que tu t'approches du micro. Vous allez devoir... Je suis trop loin. Oui, ouais, c'est parfait. Et une petite nouvelle ici, Abigail Bouchard, membre du conseil d'administration de Trans-Outaouais, qui est aussi impliquée dans le GRI Montréal, au comité d'identité et aussi en tant que personne témoignante. Salut. Bonsoir. Ben oui, on est très content de te rencontrer. Et un autre habitué, parce qu'il a fait quelques émissions avec nous l'année dernière, c'est Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBTQ+, de Montréal et aussi sœur de la perpétuelle indulgence, Marie-Félicité du Mont-Royal. Merci, Denis Martin. Je vous lance tous les quatre sur un sujet qui en a surpris plus d'un. Le Canada a émis un avis de voyage, et pas pour n'importe quel pays, notre voisin du Sud, les États-Unis. Il y en avait émis un, si vous vous rappelez, autour du 11 septembre 2001. Ça devait 22 ans de ça, parce qu'il y avait des dangers de terrorisme. Mais là, on parle pour nos communautés LGBTQIA+, les communautés queer, parce que les séjours aux États-Unis, ça peut comporter des risques pour nous. Alors, moi, je voulais savoir, notamment dans l'État de Floride, je vais vous lancer la perche. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comment est-ce qu'on explique ce genre de situation-là? On a l'air d'être bouche bée. Ouais. C'est surprenant. C'est toujours particulier. J'ai des amis que j'ai eus en Floride. Il y en avait 5 qui habitent encore en Floride. Il en reste un. Les autres ont tous déménagé ailleurs aux États-Unis. Donc, ils ont déménagé en Californie, dans le bout de New York, dans des endroits où est-ce qu'ils se sentaient plus confortables d'être eux-mêmes. Donc, ça dit beaucoup. Puis, si je prends le clan Tanguay, là, mes parents vont vendre leur condo. Donc, la famille Tanguay quitte aussi la Floride pour s'installer probablement à Palm Springs en Californie. Donc, ça dit beaucoup. Je pense que c'est un peu un choc qu'on vit ici parce qu'on a tellement cette impression d'être dans un endroit sécuritaire. Tu sais, à Montréal, on peut, même si on vit de l'homophobie et de la transphobie, on peut quand même facilement oublier à quel point c'est encore plus violent ailleurs. Puis je pense que ça nous choque parce que ça vient d'un pays dans lequel on a tendance à penser que c'est facile d'y aller, on franchit la frontière. Puis je pense que ça nous rappelle aussi à la fois qu'il ne faut jamais arrêter de lutter pour nos droits parce que ça peut reculer rapidement. Ça commence à reculer dans notre pays aussi. Et puis, je pense qu'il faut aussi se rappeler que
on a peut-être un devoir à l'international aussi de se rappeler qu'il y a des gens de nos communautés qui ont besoin d'être sauvés de situations vraiment dangereuses. Mhm. Puis c'est un rappel assez brutal de ça, je pense, parce que ça vient un peu avec la voix de quelque chose de rationnel, tu sais, quand le Canada émet c'est pas un truc politique, là, c'est des fonctionnaires qui regardent les critères puis qui établissent ça comme ils établiraient ça pour n'importe quel autre pays. Fait que c'est un rappel un peu douche froide, mais nécessaire, je pense. Je te vois, Tara, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, bien vraiment, je trouve que ça résonne beaucoup, c'est de rien prendre pour acquis aussi. Nous, on était tout au bureau quand on a vu l'avertissement passer, puis on était vraiment tellement surpris, tellement choqués de penser que c'est quelque chose qu'on pense pas, qu'on n'imagine pas, qu'on n'envisage pas. C'est quelque chose qui nous rappelle aussi, ben, comme tu le dis, Catherine, qui nous rappelle vraiment beaucoup de choses, que les luttes sont pas finies, qu'on doit continuer continuellement, autant sur les luttes féministes que sur les luttes LGBTQ+, de continuer de lutter, puis d'être solidaire aussi, parce qu'on le sait que ça touche particulièrement les personnes trans, les personnes à l'expression de genre non conforme, non, j'aime pas, non conforme au conformisme, excuse-moi l'expression. Ouais. Ouais, hors de la norme hégémonique, Oui. donc de la norme hétéronormée. Donc, c'est important d'être solidaire, je pense, dans nos communautés aussi, peu importe de quel groupe on fait partie. Je pense que ça nous a rappelé aussi l'importance d'être vraiment, de ne pas s'isoler dans notre micro-identité puis de lutter les uns contre les autres, mais de travailler ensemble parce qu'il y a un mouvement global de montée de la haine. Puis je pense que c'est de plus en plus important d'être solidaire puis de créer une communauté plus unie et plus forte aussi. Abigail, je ne veux pas te pointer du doigt, mais tu es quand même une personne qui fait partie de ces gens qui n'ont pas une identité hétéronormative. Comment tu vis ça, toi? Bien, pour les personnes qui m'écoutent en ce moment, moi, je m'identifie comme personne non-binaire transféminine, donc j'ai une apparence féminine. Puis, tout cet événement-là qui se passe présentement aux États-Unis, c'est spécial pour moi parce que le dernier voyage que j'ai fait avec ma famille, avec mes garçons, à l'époque où j'étais marié et que j'avais pas fait mon coming out, était en 2018 et j'étais à Cap Canaveral, en Floride. On est allé à Orlando et là, moi, je fais mon coming out non-binaire l'année d'après et ensuite, je débute ma transition de genre. Ma famille éclate à cause de ça et là, déjà, depuis au moins 2 ans, la communauté trans non-binaire suit les nouvelles, justement, internationales et surtout aux États-Unis. Et on voit ça venir, nous, ça fait déjà un petit bout de temps. Ce qui est frappant, c'est que là, même si entre nous, on en parle, on dit, écoutez, c'est grave ce qui se passe, là, ils sont en train de limiter les droits des personnes trans, même avec aller jusque dans les toilettes. Hein. Souvent, c'est le cas des toilettes quand on parle des personnes de la diversité de genre. Et là, bien, le gouvernement fédéral dit, là, faites attention quand vous allez aux États-Unis, maintenant, quand vous voyagez. Imaginez, là c'est comme si, là, on vient de mettre quelque chose à plus haut niveau. Là. Ça vient chercher l'imaginaire. Oui, Ben justement, parce que Catherine Lavarenne vient tout simplement en a parlé, ça nous rappelle que nos droits sont fragiles. Puis moi, je vais vous signaler qu'il y a 2 provinces au Canada, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick, qui viennent de passer des lois ou des règlements qui vont forcer les directions d'école d'aviser les parents. Lorsqu'un enfant décide d'utiliser un autre pronom ou une autre identité ou un autre prénom. Je vais tout de suite Christian. Pour parler encore une petite affaire de la Floride, pour faire le pont vers le Canada, c'est que le fait que ce sujet-là s'invite dans l'espace politique avec DeSantis, ça vient décomplexer beaucoup de gens qui, avant 2019, auraient rien dit. Puis là, il semble qu'il y a une certaine légitimité de devenir des gardiens de la norme sociale. Puis ils commencent à faire des interventions et des interactions auprès des personnes qui sont très malheureuses, qui sont malvenues, déplacées, qui n'ont pas raison d'être. Puis ce mouvement-là, où est-ce qu'il y a une certaine décomplexion d'une certaine droite, ben, se retrouve aussi dans le mouvement conservateur au Canada, puis fait en sorte que ça s'invite à divers niveaux. Là, en ce moment, on instrumentalise les jeunes avec leur relation qu'ils ont avec leur médecin. Ça devrait être privé, une relation qu'une personne a avec son médecin en tant que tel. Là. Les médecins sont formés, ils savent ce qu'ils font. Les éducateurs aussi sont formés, ils savent ce qu'ils font. J'ai pas l'impression que le gouvernement devrait s'inviter à dicter des normes à ces endroits-là. Et même mes parents, qui sont des Beaucerons d'origine, n'apprécient pas de voir l'instrumentalisation qu'il y a des personnes trans.
Ils trouvent que c'est déplacé. Donc, c'est assez spécial de voir ce qu'on voit en ce moment. Je te renvoie la balle, Abigail, parce que ça aussi, ça t'interpelle. Bien sûr, parce que une des premières... quand on dit affirmation, on s'affirme. Hein, ben, chez les personnes trans non-binaires, on parle de 3 types d'affirmation ou de transition. On parle de transition sociale, médicale et légale. Souvent, la transition sociale, c'est ça. C'est l'utilisation d'un nouveau prénom, un nouveau pronom ou des pronoms. Et souvent, chez les jeunes, c'est la première forme d'affirmation. On ne parle même pas de chirurgie, même pas de traitements médicaux, même pas de transition légale. Et là, déjà, on vient tuer dans l'œuf l'affirmation d'un ou d'une jeune qui... souvent, j'anime des groupes, je co-anime des groupes avec une sexologue de parents d'enfants trans. Puis souvent, les parents sont les derniers informés. Pourquoi? Parce que le milieu familial, des fois, il y a des choses qu'ils entendent, les jeunes dans le milieu familial, souvent transphobes, homophobes. Et là, si tu es une personne comme ça concernée, qui est en questionnement, ça fait des fois des années, tu es un jeune au début de la puberté, et là, il y a des choses que ton corps change, mais là, toi, ça touche ton identité. Et là, ta première forme d'affirmation, des fois, c'est à l'école avec tes amis d'utiliser un nouveau prénom, un nouveau pronom, un nouveau genre. Donc, et déjà, la personne se sent mieux, se sent bien. Et là, tu as le gouvernement qui vient dire, légiférer par rapport à ça. Par rapport à dire, non, ça, tu ne peux pas faire ça. Ou en tout cas, il faut aviser tes parents. Bien, je me pose la question, moi, une personne dans la diversité sexuelle, est-ce qu'elle a besoin de faire un coming out et on est obligé de légiférer par rapport à son orientation sexuelle? Ou son identité ou affirmation de genre, oui. Mais là, on parle d'affirmation de genre. Orientation sexuelle, je veux dire, ça, on ne légifère pas là-dessus. La personne le sait souvent assez tôt aussi. Ouais. Puis là, parce que là, elle veut utiliser un nouveau pronom, là, les parents doivent être informés. Est-ce qu'on doit s'inquiéter aussi de la sécurité ou de cette jeune personne-là voilà. qui, si ça cache des parents parce qu'elle ne sent pas qu'elle a de l'appui? Oui, bien, moi, j'aimerais amener oui. un point qui vient d'études qui ont été faites sur les jeunes personnes des communautés LGBTQ+, en situation d'itinérance, qui sont vraiment surreprésentées chez les personnes en situation ou à risque d'itinérance. On parle de 2 à 3 fois il y a 2 ou 3 fois plus de personnes LGBTQ+, en situation d'itinérance chez les jeunes. Et puis, dans très, très haut taux, la raison principale pour laquelle ces jeunes-là se retrouvent dans ces situations-là, c'est la rupture avec le milieu familial qui n'accepte pas leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. Puis, on sait aussi que c'est hyper bénéfique, c'est super positif pour un jeune de pouvoir explorer. Puis, l'école peut être un milieu sain où explorer. Puis d'ailleurs, ici, on sait qu'à partir de 14 ans, on n'est pas obligé de dévoiler aux parents les interventions médicales ou ce que les jeunes prennent comme décision pour leur santé. Donc, moi, je vois ça vraiment comme une espèce de panique morale où les parents ont tellement peur qu'ils veulent absolument être mis au courant. Puis moi aussi, je suis un parent. Là. Moi, j'ai 3 enfants qui sont adultes et adolescents. Puis c'est sûr que si mes enfants ne se sentaient pas à l'aise de me dire quelque chose d'aussi fondamental, bien, je me poserais des questions sur ma relation avec mes enfants avant de me dire « j'ai le droit ». Non, on n'a pas juste des droits comme parents, on a des responsabilités. Puis la responsabilité première, c'est de fournir un milieu sain où nos enfants peuvent s'épanouir et peuvent choisir de nous cacher des choses aussi. Moi, je ne sais pas tout ce que mes enfants font et vivent, puis grand merci parce que je ne suis pas sûre, je veux le savoir. Mais quand ils se sentent prêts de me le dire, bien, j'espère que ça va être un moment où est-ce qu'ils vont avoir eu du soutien dans les milieux de l'école. C'est ça qu'on souhaite. C'est pas une question de cacher des choses, puis que c'est pas du lobbying, c'est pas de l'idéologie. C'est respecter les droits fondamentaux des enfants. Puis je pense que légiférer comme ça dans notre pays, c'est vraiment préoccupant, là, parce qu'on légifère contre les droits de nos enfants. Je vais t'envoyer la question, Tara. Je fais encore du chemin là-dessus. Le poison homophobe et transphobe américain, on dit qu'il est en train de se répandre ici. Puis ce week-end même, le Congrès du Parti conservateur fédéral, qui, selon les derniers sondages, va former le prochain gouvernement au Canada, bien, il y a des drôles de résolutions qui ont été passées, notamment quelque chose qui ressemble à une des 400 lois ou projets de loi américains, c'est-à-dire qu'on va empêcher ou interdire l'accès au traitement pour les réassignations ou whatever pour les jeunes personnes trans et non-binaires. Ça s'en vient ici, là. Bien, c'est sûr que c'est inquiétant, puis ça crée, comme Christian le disait tantôt, un sentiment de légitimité, de pouvoir hausser la voix, de pouvoir dire des choses homophobes, de pouvoir dire des choses transphobes. C'est fou, là, à chaque fois qu'on est à la table de concertation
au bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, quand on se rejoint entre organismes, ce qui sort, c'est une hausse tellement importante des crimes haineux, de personnes qui ont vécu de la lesbophobie, de l'homophobie, de la transphobie, de l'ambiphobie. C'est fou à quel point il y a vraiment eu une hausse qui n'est pas encore tout à fait documentée par les articles scientifiques parce que c'est quelque chose de très récent. Mais c'est vraiment quelque chose, puis le gouvernement au niveau provincial se questionne sur quoi faire, comment intervenir, comment légiférer cette hausse, cette légitimité de plusieurs personnes de pouvoir dire ces choses. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. C'est inquiétant sur plusieurs niveaux aussi, même si après, il y a beaucoup d'organismes pan-canadiens qui s'inquiètent de la coupe du financement. Donc, éventuellement, s'il y a un gouvernement conservateur qui rentre, c'est déjà tellement difficile d'avoir du financement en tant que groupe LGBT dans le secteur communautaire. C'est des services fondamentaux qu'on donne à des communautés qui souvent n'ont pas d'endroit où se tourner. C'est une expertise vraiment super importante. Puis avec une coupe aussi, une coupe budgétaire des enjeux LGBT, c'est sûr qu'on peut s'inquiéter pour les ressources, l'accès aux ressources, la santé mentale, l'accès à des soins plus précis pour les personnes qui en ont besoin. Donc, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes qui accompagnent ce contexte-là. Et est-ce qu'on doit... qu'est-ce qu'on va devoir faire comme communauté? Parce que ce gouvernement-là s'en vient, là. Bien, je dirais, je suis encouragé des fois de voir dans les grands médias nationaux des médecins qui interviennent puis qui font qui expliquent un peu c'est quoi leur lien, comment ça fonctionne, puis qui démontrent les argumentaires qui sont créés de toutes pièces pour essayer de polariser. Parce que dans le fond, ce qui arrive, on s'en va en élection bientôt, on cherche les sujets clés sur lesquels on va polariser le vote. Il y a tout plein de trucs qui vont circuler dans des chambres d'écho qui vont faire activer les gens, puis ils vont aller... Au moment de voter, ça risque d'être des choses qui vont faire pencher leur X dans la balance. Donc, c'est vraiment ces éléments-là. Et il y a vraiment beaucoup d'éducation qui doit être faite, beaucoup de démystification. Puis, des fois, on nous montre là, des épouvantails qui sont basés sur des prémices qui sont fausses. Puis, après, c'est des communautés qui vivent le stress minoritaire, qui en pâtissent. Après, on voit des bilans sociaux où est-ce que l'itinérance, la probabilité, la prévalence est plus grande. Après ça, les habiletés financières sont moins grandes, précarité plus grande, plus de chances d'éviction, plus de difficultés à monter tous les paliers qui nous permettent d'avoir une résilience et si on passe un choc au travers de notre vie, d'avoir un filet suffisant pour nous retenir. Donc, c'est ces éléments-là que le politique vient comme influencer la façon que les personnes LGBT se perçoivent, puis leur légitimité qu'ils ont, puis aussi leur sentiment de pouvoir voir l'avenir qui leur offre des choses intéressantes pour eux. Je vais continuer là-dessus parce qu'il y a eu quand même quelque chose récemment qui était un symbole ou un signe de comment le discours haineux qui, parfois appartenait aux tavernes ou dans les cuisines, qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une enseignante à l'école Richelieu à Montérégie qui a demandé, à compter de maintenant, j'aimerais qu'on reconnaisse le fait que je suis une personne non-binaire et que je ne m'identifie ni un à l'autre ou les deux en même temps. Donc, voulait qu'on l'appelle Mix Martine. Et la direction d'école a dit, je vais envoyer quand même une note de service aux parents des enfants de cette classe-là pour les aviser. Et cette personne-là s'est retrouvée à recevoir des menaces de mort. Abigail, je sais que quand on s'était préparé à l'émission, ça, tu m'en as parlé, c'est quelque chose qui t'a vraiment fait réagir. Bien, encore là, on parle depuis tantôt des enfants, surtout. Là, on parle en général, là, mais je veux dire, on touche à tout finalement. Là, mais avec le gouvernement conservateur, on cible les enfants. Et là, on a une enseignante qui s'identifie non-binaire avec le pronom MX. Bon, là, c'est nouveau. Puis là, on voit que la démarche est bienveillante par l'école d'aviser les parents. Mais moi, ça m'a mis un peu mal à l'aise parce que je me suis dit, OK, c'est un petit peu le parallèle. L'école veut aviser les parents si un élève veut se faire appeler de manière différente par son prénom ou pronom. Et là, on vient faire la même chose avec l'enseignante et voyez ce qui se passe. Mm-hmm. Et là, il y a
un des parents qui a envoyé ça sur les réseaux, sociaux. J'avais oublié de le dire parce que c'était une lettre uniquement aux parents, mais il y a quelqu'un qui a dit moi, je vais mettre ça sur les réseaux sociaux. Et là, Ouais. maintenant, tout le monde fait son commentaire, puis là, ça n'a pas d'allure. Tu sais, quand c'est rendu qu'à l'Assemblée nationale, on en parle, les policiers en parlent. Là, puis là, c'est tout le temps comme ça. Là, maintenant, tout le monde a un mot à dire là-dessus. Ouais. Les personnes trans non-binaires, là, c'est pas d'hier là, qu'on dit c'est ça qui se passe. Là. Quand on parle de transphobie, elle est partout, souvent. C'est dans la façon que c'est fait, dans l'intention. Des fois, ça a l'air d'une intention bienveillante, mais en fin de compte, je pense qu'elle était bienveillante, là, la lettre en question. Puis ce que j'avais entendu d'un reportage où est-ce que, je pense que c'était la direction qui parlait, c'était, au lieu que les enfants rapportent ça d'une manière, dans leurs mots, puis peut-être un peu maladroitement, bien, avec la lettre, on allait expliquer la démarche de l'enseignante. Ils voulaient au moins s'assurer que tout le monde ait le même message. Mais là, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé. Ah oui, puis il y a des politiciens qui ont instrumentalisé ça pour se faire du capital politique, aller chercher des votes. J'ai entendu Éric Duhem. On va éviter de parler de lui parce que finalement, c'est pas des genres de choses qu'on... Mais c'est épouvantable. On utilise ça et à mauvais escient. Puis si j'ai bien compris aussi, j'ai lu un article sur le sujet, mais à l'école, en tant que tel, il n'y en a pas eu de crise. Là. Les enfants n'avaient pas de problème avec ça. Les parents, probablement à part le parent qui a mis ça, peut-être qu'il y avait des parents qui étaient un peu choqués, mais il paraît que de ce qu'on a lu, le personnel de l'école, ça se passait super bien. Là. Il n'y en avait pas de crise. Là. C'est de la crise. Encore là, je pense qu'on parle vraiment de panique morale, là, de gens qui... C'est de l'instrumentalisation pour vraiment diviser les gens. Parce qu'une famille au Québec qui n'a pas une personne queer dedans, là, je pense pas qu'il y en a. Rare. Je pense pas qu'il y en a. C'est un peu comme l'instrumentalisation des drag queens, là, ça aussi. Si je peux rebondir avec ce qu'on vient de dire, comment est-ce que les enfants perçoivent maintenant ça, là? Parmi les enfants, il y a quelqu'un, justement, en questionnement, ou était peut-être dans cette année-là, en vouloir faire son communion, d'utiliser un pronom différent, et que là, ça fait toute cette médiation-là dans l'école. Cet enfant-là c'est comme la répression. Là, on vient de tuer dans l'œuf son information. On va changer de sujet parce que je veux qu'on en parle. C'est un sujet qui fait les manchettes depuis quelques années. C'est notre village, le village inclusif ou le village de Montréal. On le voit, ça va pas très bien. Il y a des gros problèmes d'itinérance, des gros problèmes économiques. Y en a-t-il une solution à ça? Parce qu'on essaie plein de choses, ça marche pas. Je sais pas qui veut... Mais je pense que ça ne va pas prendre un band-aid. Là. C'est des problèmes structurels profonds puis qui sont Fait que changer de maire, ça ne changera rien. Hein? Changer quoi? Sans changer de maire, ça ne changera rien. Au contraire. Puis, mon jupon dépasse un peu. Mais en fait aussi, tu sais, Denis Martin, tu sais, quand on dit « ça va tellement mal dans le village », ben, moi, c'est là, je mets un peu mon chapeau de présidente d'Espace LGBTQ+. Nos membres, ce sont des organismes communautaires qui sont principalement situés à Montréal puis qui veulent se regrouper pour être dans un complexe communautaire. Mais il y a de nos membres qui nous disent « mais à force qu'on dise ça, là, il y a moins de gens qui viennent dans le village. Là, les commerces vont moins bien. Mais là aussi, on dirait qu'il y a une enflure du problème. Il y a des problèmes, il y en a. Mais en même temps, il y a des commerces qui voient des chutes d'achalandage vraiment drastiques, expliquées par les gens qui disent « ben oui, on ne veut plus venir avec tout ce qu'on entend dans les médias ». Alors que des fois, il faut faire attention à comment est-ce que, oui, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont, surtout, plutôt que de parler de problèmes, je pense qu'on devrait parler de gens qui ont des besoins. Oui. Puis, à partir de ce moment-là, voir comment est-ce qu'on peut être une communauté solidaire. Puis, c'est certainement pas en désertant le village là, qu'on va donner de la solidarité, ni aux personnes qui y vivent, ni aux personnes qui ont des commerces ou des organismes. Moi, je peux vous dire que sur le plan personnel, je suis allé à un restaurant jeudi soir avec un ami. Et puis, les restaurants étaient pleins. Bon. Là, je me dis, ça va mal, mais finalement, ça va pas si mal que ça dépend. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, Christian. Mais aussi, il y a une réalité de consommation, d'enjeux au niveau de la santé. Des fois, on dit l'itinérance rime avec la consommation, rime avec la santé mentale. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait une politique, nos responsables publics réfléchissent à la question et mettent aussi l'argent nécessaire pour aider à résoudre et à trouver des solutions. Je vois un peu comment ça se passe à San Diego, comment ça se passe à Los Angeles et à San Francisco. Je crains qu'on s'en aille dans cette direction-là et que les problèmes deviennent de plus en plus prenants et que les personnes, plutôt que d'avoir des soins,
on les abandonne complètement, puis ils sont laissés... La finalité, c'est quasiment la mort. Là. C'est la façon que les autorités se déchargent de ces personnes-là, complètement les livre à la mort. Donc, c'est pas dans mes valeurs québécoises qu'on m'a enseigné quand j'étais jeune d'avoir cette posture-là. C'est de l'aide, de l'entraide, du soutien, de l'écoute. C'est des lieux qui sont adaptés, c'est des ressources disponibles, un milieu communautaire fort. C'est d'avoir des professionnels de la santé qui sont accessibles pour pouvoir avoir aussi des modèles innovants. On nous a dit à quel point le Québec était innovant des fois dans ses façons d'avoir des maisons de chambre supervisées, d'avoir toutes sortes de façons de pouvoir ramener les gens à l'intérieur du système. Donc, il y a vraiment des choses très, très grandes à faire et il y a des moyens qui doivent être déployés. Puis, c'est pas en niant le problème ou en le poussant chez le voisin qu'on règle de quoi. Justement, tu as mentionné une présence communautaire forte, puis je pense que je vais rebondir là-dessus parce qu'on n'a pas invité Catherine pour rien. Elle est la présidente d'Espace LGBTQ+. On arrive là, à quelque chose. Il y a un projet qui débloque. Là. Oui, Espace LGBTQ+, c'est un organisme qui a été fondé par plusieurs regroupements communautaires qui voulaient ouvrir un espace dans le village ou avoir plusieurs organismes communautaires, une salle événementielle, des espaces ouverts à la communauté. Et puis, ça y est, on a franchi la première grande étape. On a acheté un bâtiment situé au 929 Sainte-Catherine-Est, qui fait tout le coin de rue, en fait. On vient juste de l'acheter. Ça va normalement ouvrir en 2025. Et puis, on va avoir une douzaine d'organismes communautaires qui vont être là, qui vont donner des services. Et puis, ça reste encore à développer. On a encore des défis, notamment de financement pour les rénovations à faire. Donc, on va revenir en parler pour parler de nos levées de fonds. Je voulais terminer quand même avec une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, oui, parce que ça fait longtemps que le milieu le demande. On sent qu'on a le soutien là, des partenaires, on a le soutien de la ville, assurément. En tout cas, donc puis on a hâte de vous recevoir à l'ouverture. Bien, certainement. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait ajouter quelque chose? Encore une petite... Oui. J'aimerais souligner, en fait, la résilience puis l'initiative de personnes comme Catherine, de toutes vous qui avez réussi à vous mettre ensemble puis faire ça. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie, qui n'avait pas de fonds nécessairement pour partir ça, puis à quel point les communautés LGBT ont de la résilience puis de l'énergie à mettre là-dedans. Donc, en tout cas, juste pour dire bravo, puis on est vraiment contents. Oui, bravo à toute l'équipe, parce que c'est beaucoup de gens. Je vais vous arrêter ici. Il me reste à peu près 30 secondes. Je vais vous désannoncer. Je suis désolé, j'avais complètement oublié de faire ça. Alors, Christian Tanguay, directeur général du Centre communautaire LGBT, Q de Montréal, Abigail Bouchard, qui est avec Trans-Outaouais et avec Gris Montréal, Tara Chanadi du Réseau lesbienne du Québec et Catherine Lavarenne d'Espace LGBTQ+. J'ai juste le temps de vous dire qu'on vous revient dans 2 minutes. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canal M. En cette deuxième partie d'émission, nous recevons Luc Provost. Pour ceux qui ne savent pas qui est Luc Provost, c'est la personne sous la perruque de Mado Lamotte. Et on lui parle aujourd'hui parce que Luc Provost va tenir l'affiche dans la pièce de théâtre qui s'appelle La Scheherazade des pauvres. C'est une adaptation donc du dernier roman de Michel Tremblay. Et ça prend l'affiche cette semaine au Théâtre du Trident. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. On reçoit aujourd'hui Mado Lamotte. Mado Lamotte, qui ne connaît pas Mado, il y avait une blague que je vais reprendre de notre ami Barbada qui disait « je suis la troisième drag queen la plus connue, non, la quatrième drag queen la plus connue. Il y a Mado, Rita Baga, la troisième c'était Michel Richard, puis après ça c'était lui. » Mais nous on reçoit la vraie de vraie Mado. Et on est très content de t'avoir ici. Bonjour. Bonjour. Alors, Mado Lamotte, ça fait un petit bout de temps que Mado Lamotte est connu au Québec.
36 ans au mois de juillet. Ouais, Mado, elle a 36 ans, mais elle a pas l'air plus que 20 ans. Non, je sais, c'est une éternelle 29 ans que je dis toujours. Vraiment, là. Puis le petit frère ou le jumeau de Mado, Mais en Luc, fait, c'est son homme. ouais, son homme, quand tu dis ça de même. Ouais, je dis ça de même. Son Luc, homme c'est non le- plus, il vieillit pas. Ben, je sais pas, il est cheveux gris, là, ça a l'air. Ah, ben oui. Ben ouais, De cœur, non. de cœur, non, tout à fait. Je joue le cœur jeune. Écoute, moi, je connais l'histoire de Mado, mais plusieurs personnes ne connaissent pas. Comment ça t'est venu à l'idée à une époque où d'être drag queen, c'était pas dans le vent comme ça l'est maintenant, comment ça t'est venu à l'idée de faire ça? Mais premièrement, je vais prendre la voix de Luc. Comme ça, Oui. il va t'expliquer. Oui, C'est en quoi, fait, je vais spécifier aux gens, c'est que nous, on invite les deux personnes, Luc et Mado, puis ça va être Luc qui va répondre à certaines questions. c'est ça. Parce Fait que que vas-y, quand Luc. j'étais à l'école de théâtre, à un moment donné, je trouvais que je jouais pas assez. J'étais à l'UQAM en option théâtre parce que j'étais plus petit que tout le monde. Puis bon, tu peux pas jouer Roméo quand tu mesures 5 pieds 6 puis toutes les filles mesurent 5 pieds 10. Tu sais. Ouais. Fait que finalement, on m'a dit, toi, tu devrais te diriger dans la comédie. Puis bon, ben OK, pourquoi pas. Puis un soir, par hasard, je suis dans une soirée au bar qui s'appelle le Poodle, puis il annonce une soirée pour femmes d'affaires. C'est complètement cinglé. Comment ça s'appelait? Businesswoman, c'est en anglais, ça venait de Toronto, ce concept-là. Une convention des femmes d'affaires du Québec, en affaires de même. Moi, mon meilleur ami, Olivia, s'est déguisé en femme d'affaires pour cette soirée-là. On a eu tellement de fun, on a tellement déconné que le patron est venu nous voir pour nous dire « Hey, vous deux, là, vous jouez votre rôle depuis le début de la soirée, vous êtes super hot. Ça vous tenterait-tu de faire un show? » Un show de quoi? T'sais? Moi, je suis en théâtre. Oui, je veux faire des shows. T'sais. Puis là, quand il nous a expliqué c'était quoi, garder nos personnages, fait qu'on a OK, on essaye. Fait que vraiment, c'est arrivé de nulle part, finalement. Je voulais pas, c'était pas prémédité, je voulais pas faire une carrière de drag queen. Je savais même pas c'était quoi une drag queen. Dans ce temps-là, ce mot-là n'existait même pas. On disait travesti, personnificateur féminin. Nous autres, on se décrivait comme des personnages parce qu'on rentrait dans aucune des catégories. Puis on a fait un show à ce bar-là, le Poodle, qui s'appelait Les Sœurs Lamotte. Le Noël en juillet des Sœurs Lamotte. C'est le 24 juillet que Mado est né, Ouais. 1987. Wow. Fait que là, elle va avoir 36 ans cet été. Même si elle dit toujours qu'à 29 ans, ça marche pas, mais c'est pas grave. Ben, elle a pas l'air d'avoir plus que 20 ans. Non, mais c'est ça. C'est le maquillage, ça cache des rides, on sait bien. Ah, ben, Puis je finalement, vais devenir drag queen moi aussi. Ben dans ce oui, cas-là. pourquoi pas. Ça serait tellement plus beau si tout le monde était un peu drag queen. Ouais, tout à fait. Fait que finalement, on a refait l'expérience une deuxième fois, quelques mois plus tard, puis on a comme eu la piqûre de faire du spectacle. Fait que je me servais de ce personnage-là pour faire de la scène, ce que je voulais faire dans la vie. Puis je me suis fait prendre au jeu. À force d'en faire, j'aimais ça. Puis à force d'aimer ça, ben, le public a embarqué aussi. Tu sais, c'est sûr que quand tu fais quelque chose, si le public n'est pas là, ben là, oublie ça. Mhm. Puis le public a embarqué, puis ça s'est rendu à un moment donné, je pense que c'était, je ne sais plus quel bar, mais c'était les bingo à En fait, Mado. après le Poodle, pour faire une histoire courte, je suis allé au Lézard, Ouais. où j'animais les mardis interdits. OK. C'était une soirée gay dans un bar, en fait, mixte. On disait pas gay, straight à l'époque. C'était comme une soirée mixte. Mhm. Puis pas loin de ça, il y avait un petit bar qui s'appelait le Zorro, dans un sous-sol, où j'ai commencé les premiers bingo à Mado. OK. Parce que ceux que le grand public connaît, c'est les bingo à Mado du Sky, C'est ça. qui se sont transportés au Spectrum après, puis au Capitole à Québec, puis un petit peu en tournée dans la... Et les bingos, expliquons qu'est-ce que c'était, là. C'était pas des C'était- bingos comme les gens connaissent. C'était pas un jeu. On faisait tout sauf du bingo. C'était des performances, c'était des comédies, c'était des sketchs, c'était des chansons, c'était de la bitcherie beaucoup avec le public, avec les drag queens entre nous autres. C'est vraiment un gros happening où est-ce qu'on jouait un peu... Le bingo, c'était le prétexte à un spectacle, en fait. Oui, tout à fait. Tu sais, on jouait quand même au bingo, puis ça prenait peut-être une demi-heure pour faire une ligne de 5 numéros. C'est impensable. Dans un vrai bingo, en 1 minute, c'est fait. Puis là, ben, on avait fait monter la personne qui a gagné sur la scène. On le niaise un peu. C'est long, puis on déconne, on fait des folies. Puis ça s'étirait des fois. On prévoyait un show d'après 2 heures, 2 heures et demie, puis des fois, ça durait jusqu'à 3-4 heures. Aïe. Mon record au Casino de Montréal pendant la Fierté gay, à l'époque, c'était Diversité. Ouais. On avait fait 5 heures de bingo. On a commencé à 8 heures, puis les gens partaient vers minuit. Ils n'étaient plus capables. On a fini comme à 1h moins quart du matin. Il restait la moitié de la salle qui était encore là, puis qui en voulait encore. Mais nous autres, on était épuisés. Mais mais c'était pas tout préparé, là. Vous improvisiez beaucoup. La base était préparée s'il y avait des Oui. performances, tout ça, mais le reste, c'était de l'impro non-stop. Parce que finalement, Mado, c'est aussi une humoriste, là. Mais Elle est le drôle. stand-up comique, Stand-up comique. un Ouais. peu. Mais je n'aime pas ça dire ça parce qu'elle ne se tient pas debout devant son micro. Souvent, le stand-up comique, il y a des textes répétés, puis il fait Oui, ça. oui. Mais Mado a fait beaucoup d'impro, mais de plus en plus, moi, j'écris des textes pour être sûr que
si j'ai un blanc de mémoire, quelque chose, ben, c'est moi qui écris le texte. Fait que Mado, elle va être capable de se débrouiller sans s'il y a un blanc qui arrive, ou s'il y a quelqu'un dans la salle qui tombe ses nerfs, ou s'il y a quelqu'un qui dérange le show, elle sait comment se revirer de bord et répondre, puis ça reste drôle. Mais est-ce qu'écrire des textes aussi de nos jours, il faut qu'on fasse beaucoup plus attention au genre d'humour qu'on fait? Il y a des choses qui passent beaucoup moins bien. Hein? Ben, surtout avec tous les nouveaux mots qu'il faut s'approprier, il faut en éliminer quelques-uns, il faut faire attention à les appropriations de culture, puis de genre, puis il faut faire... Il y a tout ça que tu mets en ligne de compte. Et c'est plus facile. Je réfléchis toujours 2-3 fois avant de parler et avant d'écrire aussi. D'accord. Donc, Mado, elle prend pas trop un verre quand t'es sur Elle n'en scène. prend plus du tout. Ah oui? À l'époque des bingos, on pouvait caler jusqu'à 10 cognacs, Nana et moi. Puis là, finalement, c'est ça qui faisait que ça allongeait les shows. On devenait complètement cinglés. Mais là, finalement, si je veux que Mado vive jusqu'à 30 ans, de 29 à 30, ça dure au moins 20 ans entre les deux. Fait tout à fait. Moi, je bois plus du tout. Écoute, t'attendais-tu à ce qu'à un moment donné, même Mado devienne tellement connue, elle a même eu sa statue de cire? Non, j'en viens pas. Ouais. Non, je m'attendais pas à ça du tout. Moi, quand j'ai commencé, c'était en attendant. Ouais. Je vais faire Mado en attendant de faire du théâtre. Aïe, aïe. Mais comme je me suis fait prendre au jeu, puis Mado était de plus en plus en demande, j'en faisais de plus en plus, je me rendais compte que c'était devenu ma job à temps plein. Ouais. Et j'ai fait, bon, on va en reparler tantôt, mais en attendant, ça va finir par arriver parce que Luc va se retrouver sur scène. Mais ça, on va en reparler. Ça, c'est plus quelque tard. chose. Il y a, évidemment, on connaît à Montréal le cabaret, le bar où Mado performe. Est-ce que c'est toujours aussi important dans la carrière de Mado d'être là au bar? Bien, tout à fait, parce que c'est comme sa scène. Moi, je dis toujours, j'ai mon théâtre où je peux faire évoluer mon personnage. Mm-hmm. Parce que dans les bars, souvent, c'est qu'on n'était pas très bien reçus. Tu sais, c'est un flash show qui appelait de 1h à 1h15. Ça, c'est si le DJ voulait. Ouais. Parce qu'il ne fallait pas que tu déranges son mix. Je peux comprendre. Des fois, on dérangeait plus que d'autres choses. Les jeunes qui s'amusent, qui dansent, qui ont du fun, bang, on l'arrête tout ça, on leur présente un show. Fait que c'était pas toujours bien vu par tout le monde, même si beaucoup de gens, en général, aimaient nos shows. Mais le fait d'avoir un cabaret, maintenant, c'est genre, ben écoute, j'ai ma place, je peux faire ce que je veux, j'ai pas de compte à rendre à personne, à part à moi-même. Ouais. Puis tu sais, ça devient comme un vrai théâtre. On fait des shows d'1 heure avec entracte, 2 heures, je veux dire, avec entracte. Fait que tu sais, là, le client qui vient voir un spectacle, il vient voir un spectacle. Il vient pas pour danser, puis on va te déranger avec un spectacle. Non. Moi, je suis allé avoir des spectacles au cabaret. C'est ça, puis c'est des bons spectacles, c'est des longs spectacles. C'est pas genre juste un petit flash de 10-15 minutes. Tout à fait. C'est des shows très bien montés, très bien présentés. C'est préparé maintenant. Ouais. Souvent, dans les bars, on était préparé, mais un petit peu plus c'était moins sérieux. Là. Écoute, on a... T'es arrivé au monde, Mado est arrivé au monde à une époque où c'était pas connu comme maintenant. Hein, les drag queens, maintenant, c'est vraiment, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est mainstream. Hein, c'est un phénomène connu. Et beaucoup de ces drag queens-là sont les filles de Mado, sont tes filles. Comment tu vois ça? Là? Comment tu vis ça, cette époque-là? Mais j'ai une grande fierté pour ce qui se passe aujourd'hui avec les Rita Baga, Barbada, Mona de Grenoble, Gisèle Lelebay. Ça, c'est les 4 qui sont dans l'actualité en ce moment. Puis en même temps, je trouve que c'est le fun de l'évolution. Puis Rita, c'est ta fille, là. Ben, c'était ma petite fille, mais là, comme sa mère fait plus de drague, elle m'a demandé, je peux être ta fille à la place? Tu sais, c'est comme dans le monde de la drague, il y a comme des mères, des grands-mères, des matantes, des marraines. Moi, je suis marraine. Mado est marraine de 2-3 dragues. Elle a 2-3 filles, mais il y en a une qui est décédée, malheureusement. Il y en a une autre qui fait plus de spectacle. Il y en a une autre qui est... Là, je dis, c'est ma fille travestie, transsexuelle, parce qu'elle est redevenue un garçon. Puis, tu sais, on s'amuse avec l'arbre généalogique des drag queens change continuellement, mais tu sais, il y a comme un arbre généalogique qui s'est formé. Mado est en haut, là. Puis là, il y a ses enfants, eux autres, ils ont eu des enfants, puis là, c'est très drôle. Mais elle est grand-mère à 29 ans. Faut pas oublier ça. En fait, Mado, elle est arrière-grand-mère. À 29 ans. Puis là, j'ai dit aux filles, arrêtez de faire des enfants parce que je veux pas être arrière. Rapidement, Luc. En fait, non, pas rapidement, c'est important cette question-là. Qu'est-ce que Mado te permet de dire comme artiste que tu ne pourrais pas dire en Luc? Ben, c'est sûr qu'elle peut être un peu plus politisée, puis elle peut donner son opinion sur des sujets peut-être qui passeraient moins bien que si c'était un garçon qui débarquait sur scène et qui faisait des gags avec les filles, des fois, sans se faire traiter de misogyne ou hétérophobe, si ce mot existe. Tu sais, en même temps, c'est sûr que j'en profite pas. Je fais pas exprès de dire, bon, je vais passer ce message-là avec Mado, là. Mais inconsciemment, je l'ai fait parfois, tu sais, pendant certaines périodes de l'année, pendant la fierté gay,
quand je disais des trucs qui dénigraient le défilé ou genre tel truc, tel autre truc. Puis là, je me servais de Mado pour passer mon opinion, pour dire ce que moi j'avais à dire, mais si je l'avais fait en gars, je suis pas sûr que ça aurait passé de la même façon. Tu sais. Tout à fait. Ou ça aurait peut-être pas été accepté du tout. Il y a beaucoup de personnes, d'artistes drag aussi, qui disent, ben moi, quand je suis très timide en personne, mais quand je suis dans mon personnage, je suis plus à l'aise de dire ce que Moi, je ça l'a changé. Plus jeune, j'étais très excentrique. Autant en Luc qu'en Mado. Ah oui? Mais en vieillissant, je me suis assagi. Là, c'est Mado la folle, beaucoup moins folle qu'elle était. Là. Elle s'est assagie elle aussi. Mais moi, je suis plus réservé que timide. C'est-à-dire que je suis un solitaire dans la vie. Je travaille seul avec mes textes puis mes trucs pour mon personnage. Même si j'adore travailler en équipe. Mais j'habite seul aussi, puis ça fait bien mon affaire. Là. Je me plains pas de ça. Mais en même temps, aller vers... être le centre d'attraction, ça me tente plus. Parce que Mado prend toute la place. C'est bien correct comme ça. J'aime ça avoir ma petite vie privée, en fait. Là, je pense que je vais l'avoir un peu moins parce que si je commence à faire de la télé puis du théâtre, là, Luc va se faire avoir la face un petit peu plus. On va savoir qui est justement la personne sous la perruque. On prend une petite pause puis on revient. Oui. En bref, En Iran, des scandales sexuels impliquant des membres du régime se multiplient alors que la police des mœurs fait parallèlement son retour dans les rues. Chaque semaine, depuis le début juillet, une nouvelle vidéo surgit sur les réseaux sociaux révélant les frasques sexuelles d'un membre du régime iranien pris en flagrant délit d'infidélité ou débat homosexuel. Un chanteur propagandiste, un conseiller municipal d'une station balnéaire, un imam célèbre ou encore le patron d'un grand média. Le rigorisme religieux du pouvoir iranien semble vaciller une fois à l'abri des regards. Ces scandales interviennent alors qu'une répression sans précédent s'abat sur l'Iran, à la veille du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, jeune femme kurde battue à mort par la police des mœurs pour un voile mal mis le 16 septembre dernier. Le régime enferme et exécute à tour de bras les opposants. Des dizaines de milliers de manifestants dorment en prison et plus de 500 ont été tués par les forces de l'ordre. Avec davantage de zèle pour traquer les Iraniennes qui bravent l'obligation de porter le voile que pour juger les membres du régime infidèle. Source Fugue. c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. On revient donc avec Mado Lamotte et son homme, Luc Provost. Alors, ça se peut que vous entendiez Luc et parfois Mado. C'est correct. C'est comme ça. Luc ou Mado, les temps sont quand même assez différents de ce que c'était. C'est sûr que les drag queens, l'art de la drague, l'art de la drague, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Mm-hmm. Ça date de plusieurs siècles, en fait. Les gens ne se rappellent pas que dans les temps shakespeariens... Là, les Grecs se travestissaient, les Japonais, les femmes n'avaient pas le droit de faire de théâtre kabuki. Mm-hmm. C'est les hommes qui jouaient des femmes. C'est pas d'aujourd'hui là, qu'il y a des personnages de drag queen. C'est pas nouveau. Et non. En fait, c'est juste que maintenant, c'est connu. Puis justement, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu penses de tout ce phénomène, là, RuPaul, qui a mis les drag queens de l'avant, qui a démocratisé, en fait, cet art? Mais c'est sûr que c'est pas une mauvaise chose. C'est de l'entertainment qui est devenu, comme tu disais, grand public, mainstream. Ça, c'est le fun parce que ça comme je dirais, donné une espèce de crédibilité à notre art que les gens me disaient souvent quand j'étais plus jeune. « Ah, mais c'est pas sérieux ce que vous faites, les drag queens. C'est un peu n'importe quoi. C'est vulgaire, c'est un sideline. Tu fais ça comme la fin de semaine, puis la semaine, j'espère que tu as une vraie job parce que tu vas crever de faim. » Puis là, je me disais, ben attends, là, moi, c'est mon métier. Là. Je suis un artiste. Je suis pas un gars qui s'habille en femme. Là. Mm-hmm. C'est un personnage que j'ai créé. Là. Comme n'importe quel auteur. Comme Molière a créé ses femmes savantes. Michel Tremblay a créé ses belles-sœurs. Moi, j'ai créé Mado. Ouais. Puis j'ai écrit pour ce personnage-là. J'ai donné une personnalité, tout. Fait que le fait maintenant qu'on en voit de plus en plus, puis que ça soit comme accepté enfin, et non pas seulement toléré, ben je trouve ça le fun que je puisse pouvoir enfin vivre de mon art qui est appelé un art et non genre une affaire sur la slide là, que tu fais parce que tu n'as pas rien d'autre à faire, parce que tu n'es pas... Surtout quand tu sais dire, tu n'es pas à l'aise en garçon de dire ce que tu vas faire, fait que tu te déguises, tu te caches derrière un personnage. Non, wow. Les acteurs de théâtre ne se cachent pas derrière un personnage, on joue. Ouais. C'est un jeu pour moi, là. Ouais.
Puis, de toute façon, ce que fait Mado, elle nous fait rire, mais elle nous fait réfléchir aussi. Moi, je t'ai vu plusieurs fois dans des shows. Puis, à un moment donné, je dis, ah ben, c'est bon. Ça sortait, c'était drôle, mais en même temps, ça te fait réfléchir. Ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, je me sers pas de Mado, mais des fois, inconsciemment, je vais passer un petit message. Puis ça fait réfléchir. Puis surtout, c'est de l'éducation que je fais. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois puis qui n'ont jamais vu c'était quoi un spectacle de drag queen, puis ils connaissent pas tout à... Ils ont vu à la télé, ils nous ont vu dans les magazines, ils ont vu des photos, des vidéos, mais ils savent pas tout à fait c'est quoi. Fait que moi, j'en profite pour peut-être éduquer un peu le public. Puis ils ressortent du cabaret, des fois, ah mon Dieu, je savais pas que c'était ça, c'est le fun, c'est agréable, c'est pas aussi flyé. Des fois, ils rentrent puis ils disent, bon, ça va être flyé. Ils ont quasiment peur que c'est une maladie qu'ils vont attraper. Mais justement, la notoriété et le fait que ça devient de plus en plus populaire vient aussi l'autre côté du ballon. Ah ben oui. Et là, ce qu'on voit ces jours-ci avec tout ce mouvement anti-drag queen, une mouvance qui nous est importée des États-Unis, l'entendons-nous. Ouais. Toi, comment réagis-tu à ça? C'est sûr que ça fait pas plaisir à entendre, mais je me dis, c'est la roue qui tourne. Il y a 35 ans, quand j'ai commencé à faire de la télévision pour la première fois, il y avait des commentaires désobligeants qui arrivaient de toutes parts, puis il y en a d'autres qui tripaient au bout, puis qui découvraient les drag queens, c'était quoi? Là, aujourd'hui, ben comme là, tout à coup, il y en a eu 4-5 qui sont sortis en même temps, fait que là, c'est sûr que les gens d'extrême droite capotent, ou bien c'est genre, ça leur... Après les anti-vax, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait être anti-quoi? Souvent, il y en a, c'est juste ça. Mm-hmm. Ils cherchent, comme Éric Duhem, ils cherchent le sujet mobilisateur pour sa gang d'extrême de frustrés ou je sais pas trop. Surtout que c'est un manque d'éducation qui provoque ça. Moi, je dis, si tu sais pas ce qu'on fait, mais viens pas dire que c'est mauvais ou que c'est dangereux pour tes enfants. Tu sais, je peux t'en nommer des métiers qui sont peut-être plus dangereux de mettre des enfants en contact avec. Mais tu sais, je dirais rien, mais tu sais, en même temps, c'est sûr que comme plus quelque chose devient accepté et ce qui peut choquer, parce que c'est trop différent du quotidien de tout un chacun, c'est sûr qu'il y a des réactions négatives. Mais c'est avec l'éducation, avec la force d'en parler, d'en voir, qui vont peut-être finir par sourire. Mais il y en a, ça va toujours être comme ça. Ouais. Il y a quand même des craintes. Puis moi, je pose la question, là, puis tu peux complètement me dire que je suis dans le champ. Mais moi, j'ai des craintes. À un moment donné, on voit à un moment donné où ces mouvements-là peuvent aller. On a vu aux États-Unis les excès de cette espèce de mouvement-là. Il n'y a pas à un moment donné une crainte, tu te dis, ben là, à un moment donné, il faut qu'on mette des policiers tout autour de nos bars. Comment? Non, ben, en ce moment, il n'y a pas d'animosité. J'en sens pas dans le cabaret. Je pense que c'était vraiment suite au conte pour enfants que Barbada faisait, qui fait toujours. Mais aux États-Unis, c'est rendu plus loin. Ça, je peux pas te dire vraiment tout à fait comment je me sentirais si j'habitais là. Peut-être que, oui, il y aurait peut-être un sentiment de crainte, de danger. Mais au Québec, on n'est pas là. On n'est pas là, vraiment pas. Il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu pour essayer de provoquer cette espèce de mouvance-là qui pourrait arriver. Ben, surtout qu'il y a des politiciens qui instrumentalisent. Tu as nommé Éric Duhem. Il y en a d'autres qui instrumentalisent. Lui, c'est un récupérateur, de toute façon. Ouais. Il cherche la nouvelle pour choquer, pour se rallier des gens, pour se monter un parti d'extrême droite ou de droite, en tout cas. Et entendons-nous, il ment. Parce que sa pétition, c'est pour interdire les drag queens dans les écoles, mais elles ne font pas leur lecture dans les écoles. Ben voilà, il y a juste Barbada qui fait ça dans des bibliothèques. Puis en plus, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les parents inscrivent leur enfant à l'activité. Les parents sont présents dans la bibliothèque. Le livre vient de la bibliothèque. L'histoire, c'est une histoire pour enfants. Mm-hmm. Ils ne racontent pas des histoires de la nuit, de comment les drag queens se comportent dans un bar. Là, ça n'a rien à voir. Là. Ouais. Ils mélangent les affaires. C'est pour ça aussi, des fois, l'incompréhension et le manque d'information, d'éducation va faire que ces gens-là deviennent extrémistes pour si peu, tu sais. Je disais tout à l'heure que Luc va se retrouver sur scène après tant d'années. Alors, le Trident a annoncé sa programmation et il y a une pièce qui s'appelle Hosanna et la Sherazade des pauvres, qui est une adaptation, je pense, c'est un collage. C'est un collage. De la pièce Hosanna et le nouveau roman de Michel Tremblay qui raconte l'histoire d'Hosanna qui a 79 ans maintenant. Tout à fait. Donc, tu vas te vieillir parce que tu n'as quand même pas l'air de moi, moi qui ai à peine la jeune cinquantaine, je me demande comment je vais faire pour... ils vont sûrement m'arranger ça. Là. Alors, mais comment c'est arrivé tout ça? C'est bien bizarre parce que je m'attendais vraiment pas à ça, premièrement. J'ai lancé une espèce de bouée dans l'océan quand j'étais pour la première fois, je me suis montré au grand public avec La vraie nature. Oui. À un moment donné,
télévision me demande, est-ce que tu aimerais ça jouer autre chose que Mado? Jouer peut-être un rôle en Luc? Je dis, bien, tout à fait. J'ai dit, moi, je suis un acteur de théâtre qui joue le même rôle depuis 35 ans. Mhm. Ça serait le fun que j'en joue un nouveau, puis pas un travesti, pas un drag queen. J'aimerais ça jouer Luc qui joue quelque chose. Mais là, je me trouve à jouer comme un travesti qui sera pas en travesti parce qu'il a fini... Oui, parce que ceux qui n'ont pas lu le roman, c'est vrai, c'est comme, je pense, c'est quoi, 30 ans après? C'est à peu près 30 ans après, je pense. Puis c'est comme Hosanna qui est dans son appartement, toute seule, qui a mal vieilli, évidemment, qui est décédée. Oui, puis qui boit. Qui boit en se levant le matin. Puis ça va être un journaliste de feu qui vient l'interviewer. Puis finalement, ben, elle raconte son histoire. Puis la pièce, elle raconte son histoire. Puis les moments qui se passaient à l'époque vont être joués par un jeune acteur qui va jouer Hosanna jeune. Puis moi, je joue Hosanna vieille. Wow. Ça, c'est le metteur en scène qui est venu me voir, Maxime Robin. Maxime Robin, il est déjà venu à l'émission ici. C'est ça, il est venu me voir. En fait, il m'a écrit pour me dire, je monte une pièce sur des drag queens, puis j'aurais besoin de ton avis. Moi, je disais, peut-être que j'entraîne un comédien, je l'aide. J'ai pas plus d'informations que ça. Il m'arrive dans un café dans le village, puis tout à coup, il me jase de ça. Je dis, c'est cool ta pièce, le collage. J'adore Tremblay, je suis fan fini même. Mm-hmm. Là, il me parle des rôles. Le petit jeune va jouer là. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'as pensé pour la vieille Hosanna? Il me dit, toi? Oh, wow. Puis voyons. Là, j'étais comme bouche bée, ahuri. Voyons, non, tu me niaises. Je pensais que tu m'appelais pour. Il dit, ben, je voulais pas te le dire au téléphone parce que j'avais peur que tu dises non. Et il dit, en face, je peux te convaincre. J'ai dit, ben, t'auras pas besoin de me convaincre, mais c'est sûr que. Parle-moi-en un peu plus, tu sais. Ouais. Puis déjà, j'étais bien nerveux, j'étais bien excité. Je me disais, waouh, ça a pris 1 an finalement, puis le message est passé. Puis surtout, Tremblay. Oui. J'ai une histoire d'amour avec Michel Tremblay depuis mes jeunes années de Oui, parce que vous êtes très proches. Moi, je le vois. Là, oui, puis il a fait son dernier lancement. Justement, il a fait le lancement de ce livre-là au cabaret. Oui. Et je lisais un extrait devant les gens qui étaient là pour le lancement. Puis à la fin, Guylaine Tremblay, que j'aime, qu'on se connaît bien, puis elle vient me voir, elle dit, franchement, Mado, elle dit, tu peux jouer ça n'importe quand. Arrête d'avoir peur de ne pas être capable. Parce que moi, je te disais, j'étais-tu correct, j'avais peur. Non, tu peux jouer, t'es hot. Puis Michel m'a dit, bravo, c'est super bon, tu as bien lu. Puis après, quand il a su que c'est moi qui jouais, il m'a écrit un petit message, je suis vraiment content que tu aies accepté. Tu sais, c'est comme, je suis backé de toutes parts. Ouais. Si j'ai des problèmes, Guylaine, elle m'a dit, tu viendras voir, je vais te coacher, moi. Ah, c'est le fun. C'est sûr que c'est stressant un peu parce que ça fait longtemps que je joue le même rôle. Ouais. Là, il faut que je joue un nouveau rôle, faut que je trouve une voix à ce personnage-là, faut que je trouve un genre, faut que je trouve une personnalité qui sera pas Mado. Ouais. Mais c'est le fun de découvrir Luc. Moi, je te connaissais avant, mais tu sais, te voir en public, te voir en Luc, c'est pas mal d'être Mado, mais c'est le fun aussi de connaître la personne sous la perruque. Je pense que j'ai eu peur, pas j'ai eu peur, mais pendant 35 ans, j'ai dit non parce que je voulais pas que ça devienne l'espèce de sensationnalisme. C'est ça qui a de l'air en gars. Ah. Je voulais pas que ça soit juste une image qu'on voit Luc démaquillé. Mais t'es beau, Luc. On devrait le dire au monde. Là. Ben là, je suis pas payé pour mon... J'ai une belle mère, j'avais un beau père. Vraiment, j'ai été gâté dans ma famille. Il y a tout du beau monde par chez nous. Mais c'est surtout que, tu sais, j'ai toujours voulu garder ma vie privée, puis j'avais pas envie de me faire reconnaître sur la rue. Puis là, maintenant, on me reconnaît un petit peu plus à cause de l'émission, mais vu que ça fait déjà 1 an, là, il y a un peu moins de monde qui me reconnaissent. Ouais. Tu sais, puis j'aime ça être tranquille quand je prends le métro, de ne pas me faire achaler par tout le monde. Puis peut-être que là, après la pièce, si je deviens populaire en garçon, je vais être obligé d'acheter un char. Non, c'est pas bon pour l'environnement, ça. Mais j'ai mon vélo, puis je suis correct. Ouais. Luc Provost, c'était vraiment le fun de te recevoir. En fait, j'ai une dernière question rapidement. Oui. La statue là, de cire de Mado, qu'est-ce qu'il y en a? Ben, je sais pas. Tu l'as pas pris? Il voulait m'adonner, puis là, j'ai tout ça que je vais mettre ça. Puis là, finalement, le Musée de la civilisation à Québec aurait acheté plein de statues québécois, une dizaine de statues de Québécois qui étaient sur place, dont celle de Mado. OK. Fait que quelque part dans un garde-robe du Musée de la civilisation à Québec, peut-être qu'ils vont faire une exposition sur les légendes du Québec. Ah, mon Dieu. À 29 ans, une légende. Ah, c'est incroyable. Luc Provost, c'était un plaisir de te recevoir. Mado aussi, c'était un plaisir de te recevoir. Ben oui, elle était pas loin, mais... Ah, ben, c'est tenu tranquille, faire changement. Oui, c'est rare. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule,
heurciel@gmail.com. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram @DMChabot auteur. Bon, il y avait une petite confusion. Nous n'avons plus l'adresse outlook.com. C'est heurciel en un seul mot et le @gmail.com. On s'est fait pirater l'adresse Outlook. C'est pour ça. J'aimerais remercier toute l'équipe aujourd'hui. À la recherche, Marie Massé et Godéric Traube, et puis Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie aussi Julie Curley pour la musique thème, Gerly Ormelette qui est chef de contenu numérique ici à Canal M. Et on remercie Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vie et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de l'heure où l'arc-en-ciel se lève.